tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Vous en saurez plus sur le programme de volontariat du gouvernement à travers le portrait de Laetitia Vecchierini. Elle est volontaire internationale de Monaco au Burkina Faso. Retour sur le Monaco Press Club qui accueillait vendredi le sexologue Pascal Benoît. Et enfin, du football avec la 25e journée de Ligue 1. Monaco accueille Montpellier samedi à 20h. Et restez bien avec nous car à la fin de cette édition, nous retrouverons l'invité du week-end qui est aujourd'hui Mireille Calme. Coup de projecteur donc sur ce programme de volontariat lancé en 2007 par le gouvernement princier. Son but, proposer à de jeunes adultes de partir vivre une expérience professionnelle et ce dans le domaine de l'humanitaire. Ces volontaires internationaux de Monaco contribuent ainsi au renforcement des programmes menés sur place par la principauté en collaboration avec des acteurs locaux. Je vous propose donc de découvrir l'une de ces vies. Elle s'appelle Laetitia Vecchierini. Elle est volontaire au Burkina Faso et Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal l'ont rencontrée. Reportage. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Oui, ça va très bien. Oui, ça va. Bonjour, Oui. ça va? Laetitia Vecchierini, 24 ans, est arrivée au Burkina Faso il y a environ un an. Elle s'est parfaitement intégrée jusqu'au point, sans s'en rendre compte, de prendre l'accent du pays lorsqu'elle parle à un burkinabé. Oui, on est déjà au siège là. Tu es où? Ok. Donc tu es là bientôt ou bien? Ok, d'accord. Donc si tu veux, tu m'envoies un message, mais je pense qu'on sera en salle de réunion de Monaco là en haut. Si les températures à Ouagadougou tournent facilement autour des 40-45 degrés, ce qui a le plus marqué Laetitia à son arrivée a été en priorité la chaleur humaine. La gentillesse des gens, ça peut paraître stupide, mais ouais, c'est vraiment ça en fait. La gentillesse, ils sont tous très chaleureux, très souriants, et ils ont vraiment un sens de l'accueil très, très important. Donc ouais, je crois que c'est ça. C'est ce que tu vas garder quand tu vas partir? Quelle image que tu as gardée du Burkina, celle-là? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Vraiment une solidarité, des valeurs et un accueil juste incroyable. La solidarité, le social, travailler avec son prochain était déjà ancré depuis longtemps dans l'esprit de Laetitia. Donc, j'ai fait mes études au lycée et puis là j'ai fait partie d'une association qui était H2O, qui était l'association du lycée, pendant laquelle j'ai pu faire plusieurs petites activités sociales au niveau national, donc un spectacle pour les enfants malades de l'hôpital de l'Archer, la récolte des Restos du Cœur, donc plusieurs petites actions qui m'ont donné envie de continuer, d'aller plus loin. Donc je suis partie une première fois à la Croix-Rouge. J'avais rencontré Claude Faberetti quand j'étais en deuxième année après bac. Il m'avait dit, bon, tu n'as pas assez de valeur ajoutée. Si on envoie des gens sur le terrain, il faut qu'il y ait quand même une expertise derrière. On ne peut pas juste envoyer des gens sur le terrain pour le plaisir des gens. Il faut aussi qu'il y ait un vrai rôle et une vraie utilité sur place. Donc j'ai continué mes études, sans oublier cette petite partie de moi. Et donc j'ai terminé par un master en entrepreneuriat, durant lequel j'ai découvert l'entrepreneuriat social, qui est une manière d'allier entrepreneuriat et impact social ou environnemental. Et à l'issue de ce partenariat, on m'a proposé de faire le programme de volontaire international de Monaco et je trouvais que c'était... Après ma formation commerciale, c'était vraiment un bon moyen de pouvoir découvrir tout le volet solidarité internationale sur le terrain et de comprendre un peu mieux cet environnement. Le câble et le compteur. Alors ils vont vous faire payer le câble, les travaux, quoi, hein, la tranchée, tout ça. Hein, et puis après, ils vont vous faire l'arrivée à l'intérieur d'une cabine énergétique. La coopération internationale de Monaco a mis Laetitia à la disposition de la Croix-Rouge monégasque qui est burkinabé sur place. Elle gère 2 projets, un concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et le deuxième, le projet Lumbila, autrement dit, est la seconde vie du pavillon de Monaco lors de l'exposition universelle de Milan. Ce pavillon sera à l'issue transporté dans la région de Lumbila en 2017 pour servir entre autres de centre de formation aux premiers secours. Alors les compétences de Laetitia, c'est déjà quelqu'un qui comprend très vite
Dans ses études, elle n'a pas eu l'occasion de travailler sur des projets spécifiques de solidarité internationale, des outils comme le cadre logique, la gestion budgétaire. Et on a pu se rendre compte au cours des 6 mois de stage à la Croix-Rouge qu'elle avait une faculté de comprendre très vite ce secteur d'activité-là, d'acquérir les outils nécessaires à l'élaboration de projets de solidarité internationale. Et ce qui a été déterminant dans le choix de Laetitia, qui s'est fait conjointement avec la direction de la coopération internationale, était cette faculté à apprendre rapidement et à intégrer totalement les problématiques qu'elle rencontrerait sur le terrain. Le stage de volontaire international de Laetitia va s'achever fin mars. Elle devrait rentrer à Monaco pour la suite de sa carrière, probablement dans le secteur de la solidarité internationale. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas prête d'oublier cette aventure humaine. Et sachez que prochainement sur notre antenne, vous pourrez découvrir un magazine 24 heures consacré à la Croix-Rouge monégasque. Passons à l'actualité en bref et en images. Au Palais Princier, la remise du rapport du groupe d'experts chargé d'établir la liste des personnes juives de Monaco arrêtées et déportées durant la Seconde Guerre mondiale. Un rapport remis à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, par notamment l'écrivain, historien et avocat de la cause des déportés juifs en France, Serge Klarsfeld. Laurent Nouvion était quant à lui à Paris en début de semaine où il a été reçu par son homologue Claude Bartolone. Le président du Conseil national et le président de l'Assemblée nationale ont fait le point sur les relations bilatérales des deux assemblées. Ils ont notamment abordé ensemble les liens entre la principauté et l'Union européenne, la situation des enfants du pays ou encore la nécessaire coopération en matière de terrorisme. Parlons culture à présent. Francis Huster et David Sardou étaient sur les planches du théâtre Princesse Grace jeudi pour présenter L'affrontement de Bill Davis, une pièce pleine d'humour et qui porte sur le conflit de génération. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet Francis Huster. Vous voulez prendre ma place? Non, c'est pas nécessaire, mon père. Ah, je vous remercie, monsieur Dolson. Lorsque le Christ a été crucifié, mademoiselle, il n'est resté que quelques personnes auprès de lui jusqu'à la fin. Et 2 d'entre elles étaient des femmes. Sa mère et quelques prostituées. D'anciennes prostituées, monsieur Dolson. Cette pièce, elle est hollywoodienne. Elle a fait un triomphe aux États-Unis, aux Oscars, partout. Le film avec Jack Lemmon, elle est positive. Contrairement à ce qu'on pense au départ, c'est pas du tout prêchi-prêcha entre 2 prêtres qui se posent des problèmes, pas du tout. Au contraire, c'est presque biographique. L'auteur, Bill Davis, qui a été obligé de mettre un C à son nom, parce qu'il y a tellement de Bill Davis aux États-Unis que c'est devenu Bill C. Davis. Je sais pas si ça veut dire Christ, mais en tout cas, ou cinéma, mais en tout cas, Bill Davis a donc lui-même été un petit peu comme le rôle que joue magnifiquement David Sardou, qui a obtenu le Molière pour cette interprétation. Meilleur second rôle. Voilà. Il a été un peu comme lui, c'est-à-dire que diacre pour devenir prêtre, et puis tout d'un coup, ça a mal tourné. Le sujet, c'est l'affrontement entre un prêtre qui, en fait, à 16 ans, est parti de chez lui quand il était jeune homme et qui est tombé dans la drogue, le trottoir, tout. Les excès. Tout. Et tout d'un coup, il a été touché par la foi. Et quand il arrive, donc on est aux États-Unis, en face de ce prêtre Farley, qui est un Irlandais ivrogne, qui ne croit plus à rien, et qui fait béni oui à tout le monde, et c'est très bien, et mes frères, c'est formidable, d'ailleurs faisons du loto, faisons une quête, faisons tout, très bien, chaleureusement, mais qui n'y croit plus. Et tout d'un coup, en face de ce type qui est dans une déchéance morale, physique totale, il va le sauver. C'est le jeune qui va sauver l'autre. Et cette interview était l'extrait du prochain Regard extérieur qui sera diffusé sur Monaco Info, dont l'invité, vous l'avez deviné, sera Francis Huster. Un mot sur le Monaco Press Club à présent. Il avait lieu ce vendredi au Bifort et avait pour invité Pascal Benoît. Vanessa Dessy était présente, voyez son reportage. Sexologue, un champ professionnel souvent mal défini, l'usage de ce titre n'est pas encore réglementé en Europe. En revanche, des procédures ont été mises en place récemment en France. De ce fait, il existe aujourd'hui des médecins généralistes, des psychologues, des gynécologues, des psychiatres et des sages-femmes qui pratiquent cette médecine. Et la plupart du temps, la sexologie fait l'objet de préjugés et de stéréotypes négatifs. Je pense que
principale difficulté, c'est la difficulté à appréhender la sexualité dans notre culture. Et ça rend difficile l'exposition du métier de sexologue et sa compréhension. La phase d'écoute est évidemment très importante parce qu'elle permet de mettre en place un projet thérapeutique, de comprendre la demande du patient, le motif de consultation. Mais la sexualité passe aussi par des notions corporelles et des notions médicales. Les études de médecine sont les plus longues en France. Ils ne sont pas moins de 50 000 chaque année à postuler pour décrocher ce prestigieux titre. Entre chirurgiens, généralistes, cardiologues, anesthésistes, radiologues et bien d'autres, il est nécessaire d'être passionné pour devenir médecin. Une vocation dès les premières années d'études. C'est en ce sens que Pascal Benoît s'est directement orienté vers la sexologie. Personnellement, pour moi, ça a été un trajet. Donc, j'ai commencé effectivement par la médecine. Et m'intéressant à l'homme, il m'a semblé intéressant d'aller jusqu'à la sexologie comme l'une des composantes importantes pour mieux comprendre l'homme et avoir, je pense, en toute humilité, une démarche humaniste de prise en charge des difficultés des personnes qui viennent nous voir. Il est utile que des personnes se forment à la sexualité humaine afin d'aider les personnes qu'elles vont voir dans leur domaine. Et sachez qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, le docteur Pascal Benoît participera à une soirée d'information sur le thème de la vaccination chez la femme le mardi 10 mars à l'auditorium du lycée technique et hôtelier. Avant de retrouver notre invité du week-end, un mot de football avec la 25e journée de Ligue 1. L'AS Monaco reçoit samedi à 20h Montpellier. Alors quels sont les enjeux de cette rencontre? La réponse dans ce reportage. Après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, Monaco a renoué avec le succès. De bon augure alors que le club de la Principauté aborde son 11e match depuis le début de l'année. Un calendrier chargé qui le sera encore plus dans les semaines à venir contre des adversaires corsés. Nice pour le derby de la Côte d'Azur, le PSG en championnat et en Coupe de France, mais aussi Arsenal en Ligue des Champions. Autant dire que l'AS Monaco se doit d'être présente si elle veut continuer de garder cet objectif en tête, celui d'être dans les 5 premiers du championnat, voire mieux. L'objectif, c'est remonter pour le classement, c'est faire plus. C'est garder, comme je vous dis, l'espace pour les 5 premières. Et après, c'est possible, gagner une position pour les 3 premières. Ils travaillent toujours pour c'est ça que c'est plus important. Fort de leur qualification face à Rennes mercredi, les Rouges et Blancs veulent profiter de ce succès pour relancer la machine en championnat, eux qui restaient sur une très belle série d'invincibilité. Après 12 ou 13 matchs qu'on n'encaisse pas des buts sur toute compétition confondue, je pense à Guingamp on était moins bien sur le plan surtout offensif parce qu'on n'a pas marqué. Mais je pense juste fin de série et là on se remet. Déjà, on s'est rattrapé le match d'hier contre Rennes. On a gagné 3-1, on a fait un très bon match. Et après demain, un match très important contre Montpellier à domicile. Il va falloir gagner et confirmer la bonne prestation de match Rennes. Invaincu en championnat depuis le début de l'année, Montpellier a été stoppé dans son élan par Lille la semaine dernière. Les joueurs de Roland Courbis sont actuellement 7e au classement avec 36 points. C'est un très bon club. Ils ont été champions, ça fait 3 ans. Et ils ont des bons joueurs. Et je connais 2 ou 3. Jamal Sahi qui joue avec moi en équipe nationale. Daniel Congré qui a joué avec moi à Toulouse. On était les deux parmi les meilleurs. On était tous les deux dans l'axe. On était meilleure défense de Ligue 1, saison 2011-2012. Voilà, ça va être un très bon match. Monaco-Montpellier, c'est samedi à 20h au stade Louis II. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Comme chaque fin de semaine, désormais, nous consacrons cette fin de journal à un invité du week-end. Et notre invité aujourd'hui est Mireille Calme. Madame Calme, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association À ma pays depuis plusieurs années, maintenant une quarantaine d'années. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette association pour ceux qui ne la connaissent pas ? Alors l'association, elle a été créée il y a très longtemps, bien avant mes 40 ans. Parce qu'on a répertorié les enfants handicapés de la Principauté. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, maintenant, évidemment, il y en a beaucoup plus. Donc, l'association a pris beaucoup de volume.
Voilà, parce qu'au départ, l'association accueillait seulement 4 jeunes. Il y avait 4 ou 5 jeunes, c'est tout, pas plus. Et maintenant, vous comptez combien de bénéficiaires? Chez nous, une bonne 50aine. Et puis au niveau du sport, beaucoup plus, parce que nous ouvrons les frontières, évidemment, pour les sportifs handicapés. On reviendra plus tard justement sur Special Olympics. Quel est le but de cette association? On voit derrière nous des jeunes qui travaillent. Alors, le but de cette association, ça a été jusqu'à 18 ans. Les enfants handicapés de Monaco sont orientés sur Barrican-Alphand à Menton. Et puis à partir de 18 ans, nous avons créé ce centre pour apprendre aux jeunes handicapés à s'insérer dans le milieu du travail, enfin le milieu entre guillemets, et on fait notre possible pour que le travail leur donne la possibilité de s'intégrer dans la société. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux. Mais disons qu'ici, nous avons ceux qui sont le plus opérationnels. Voilà, les autres se trouvent au CAPS 2, qui se situe du côté de la Turbie. Qui est à la Turbie, oui, sur je crois que ça s'appelle le terrain de la baie. Et on a un centre où nous avons mis évidemment des jeunes qui sont moins opérationnels. Et alors là, c'est un foyer, c'est un occupationnel, c'est-à-dire on les occupe, on les distrait, on les sort, on les amuse. Mais ça n'est pas du travail comme nous avons ici. Voilà, on travaille plus là-haut sur le maintien des acquis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors ici, vous avez plusieurs contrats. C'est comme une petite entreprise, ça marche exactement pareil. On a ici derrière nous des personnes qui s'occupent du flocage des maillots, mais on a également d'autres salariés, entre guillemets, qui sont aux espaces verts, par exemple. Ils vous diront eux-mêmes, ils sont polyvalents, c'est-à-dire on essaye de leur donner le maximum de possibilités. Ils font du jardinage, ils font de la sérigraphie, ils font de la petite manutention, ils font du tri. Enfin, on essaye de leur donner le maximum de possibilités pour leurs activités. Et le but maintenant aussi, c'est de les accompagner aussi jusqu'à la retraite, puisqu'il y en a qui sont là depuis le début. Hein. Et voilà. Alors maintenant, nous avons le souci. Nos premiers qui sont rentrés avec nous, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, ils s'approchent maintenant des 55, 60 ans. Et il faut que nous envisagions la retraite pour ces gens-là, parce qu'on a quelques difficultés à les intégrer dans des structures faites pour des personnes âgées. Et pour eux, leur famille, c'est nous, et nous essayons de les intégrer, de les garder jusqu'à la fin pour qu'ils gardent cet esprit de famille qu'ils ne retrouveraient pas ailleurs. Parce que là, au niveau de l'hébergement, c'est soit ils sont en foyer, au foyer Princesse Stéphanie, ou sinon ils habitent seuls pour certains ou en colocation. Voilà, il y en a qui sont en appartement, il y en a qui sont seuls en appartement, et il y en a qui sont en foyer. Le problème que nous avons, c'est qu'en vieillissant, évidemment, nous commençons à manquer de place pour les héberger en foyer. Il faudra envisager de pousser un peu les murs pour les intégrer dans ce foyer. Mais enfin, à Monaco, je pense qu'on va arriver à obtenir ces places. Et après, évidemment, il faut prévoir après 60 ans. Et ça, mais on va y arriver aussi, je suis sûre qu'on va m'aider. Avec déjà ce que vous avez fait durant 40 ans pour ces jeunes je crois que quand on sera arrivé à ça, je pourrai m'arrêter. Vous parliez tout à l'heure de l'épanouissement par le sport. Special Olympics, maintenant ça fait plus de 35 ans que vous avez mis cela en place. Vous avez constaté vraiment un réel changement. Comment vous l'avez découvert? C'était aux États-Unis, je crois. Oh, ça, c'est mon grand dada. J'ai découvert ça quand mon fils est né. Évidemment, j'ai raconté ça plusieurs fois. Mais c'était la catastrophe. On n'arrivait à rien n'était prévu. Et j'allais à la faculté à Boston à l'époque. J'avais un patron en orthodontie qui me disait toujours, mais enfin, on fait du sport, qui va empêcher ton fils de faire du sport? C'est vrai. Et j'étais remontée comme une mécanique avec ça en disant, mais pourquoi pas, mon fils ne pourra pas courir dans un stade ou nager dans une piscine. Et c'est parti de là, mais c'est parti vraiment parce que j'avais des Américains derrière qui ne comprenaient pas pourquoi je n'arrivais pas à faire ça. Donc on y est arrivé. Et vous participez régulièrement aux Jeux depuis plus de 30 ans maintenant, vous avez voyagé. On a fait beaucoup de voyages avec eux, mais c'est formidable. Si vous saviez l'impact que ça a sur leur raisonnement, ils vous racontent, on est allé en Chine, on est allé en Corée, aux États-Unis plusieurs fois, on est allé au Canada, mais ça les marque terriblement, puis ça leur ouvre vraiment
leur esprit, parce que quand ils voient la télévision, ils vous disent « mais j'étais là, j'étais à Vancouver, j'étais… » Et c'est formidable parce que ça leur donne des repères, si vous voulez, dans l'espace, dans le temps. Et puis, beaucoup mieux que moi, ils vous diront tel jour à telle date, nous étions là. Moi, je ne sais plus, mais eux savent. Et ça, c'est formidable. On les avait suivis en Corée du Sud, à Pyeongchang, il y a 2 ans. On avait pu constater tout cet engouement, ce professionnalisme aussi qu'ils mettaient dans toutes ces compétitions. Ah, ça, pour moi, c'est du bonheur, parce qu'ils font vraiment leur sport, quel que soit le sport qu'ils ont choisi, hein, je précise bien. Mais ils font ça à fond, ils y croient, ils se défoncent pour eux, pour nous, pour faire plaisir à leur éducateur. Et puis ça les valorise aussi, parce que par rapport aux autres, ben, si on ramène une médaille, mais c'est un bonheur par rapport aux autres, on est plus fort. Et ça les valorise aussi par rapport aux voisins, aux copains. Non, moi j'y crois, enfin, je vous dis, c'est mon dada, quoi. Special Olympics, c'est mon dada. Et bientôt, Special Olympics va partir à Los Angeles, je crois, cet été. Alors nous sommes, bien sûr, les billets d'avion sont déjà retenus, parce qu'on ne retient pas 50 billets d'avion la veille comme ça. Mais c'est vrai, nous partons à Los Angeles au mois de juillet, et il y a déjà une très très bonne équipe qui s'entraîne vaillamment pour participer. Et je pense que pour moi, ça sera les derniers, parce que depuis 40 ans, ça fait quand même beaucoup. Ça fait long. Il y a plusieurs manifestations qui vont se dérouler avant, au profit justement de Special Olympics, notamment pendant le tennis, je crois, le Monte Carlo Rolex Masters. Il y a beaucoup. C'est ça qui est magnifique à Monaco. On est aidés parce qu'on sait ce que nous faisons. Et au niveau du tennis, il y aura une journée réservée pour nous, bénéfice de Special Olympics et de Fight-Heads. Et j'espère que ça va nous aider aussi à financer ce budget qui est quand même énorme de billets d'avion. Les équipements, peu ou prou, on se débrouille parce que j'ai des gens, des aides qui nous financent une bonne partie des tenues, mais les billets d'avion, il faut que je me débrouille. C'est important pour vous de sentir cette mobilisation, de savoir que ces jeunes sont désormais aussi intégrés en principauté. On peut les voir dans les rues de Monaco. Et ça, pour moi, c'est une réussite parce que ça a été difficile au début, hein, très difficile. Mais là, maintenant, ça y est, c'est intégré. Tout le monde sait que nous avons des sportifs, tout le monde sait que nous avons des travailleurs, des salariés. Et c'est intégré dans la population. Ça y est, c'est fait. C'est une réussite. Une réussite. Et c'est sur ce mot, justement, que nous allons nous quitter, Madame Kalm. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Mais c'est avec plaisir, très grand plaisir. C'est toujours. Merci Émilie. Oui, merci à vous. Et puis on se quitte donc sur les prévisions météo et à la fin de ce journal, retrouvez également votre magazine culinaire Monacook. À très bientôt sur Monaco Info. Poursuite de la dégradation du temps samedi, les rayons du soleil auront du mal à percer. Il fera 9 degrés le matin et 11 l'après-midi. Dimanche, peu de place encore au soleil avec de la pluie en cours de journée. Il fera un maximum de 11 degrés. Une amélioration est prévue en début de semaine, lundi avec des nuages et quelques éclaircies. Et enfin mardi, ciel changeant, faible risque d'averse. Il fera 12 degrés au meilleur moment de la journée.